S'il vous plaît, bienvenue, s'il vous plaît. Il est indispensable que nous ayons, à partir de maintenant, le plus grand silence. Merci infiniment. Est-ce que vous nous entendez? Voilà. Pour les personnes qui sont en mobilité réduite ou difficile, il y a des chaises, profitez-en, levez la main ceux qui veulent s'asseoir. C'est pas le silence? Excusez-moi. Oui, autrement, on m'a dit masque. Comme vous voulez, comme vous voulez. Il y a encore un murmure. Connaissez le chant des marais? Piocher, c'est le murmure. Faut y aller tout doux. C'est la fête aujourd'hui, mais c'est une fête qui demande beaucoup de respect, beaucoup de conscience. Merci. Monsieur le maire. Merci. Je suis surpris de voir autant de monde, mais je pense que l'importance est là et c'est ce qui est important. Donc je vais vous faire un petit discours, m'excuserez déjà auparavant du bafouillage, manque d'habitude, donc c'est comme ça. Donc maire d'une petite commune de moins de 600 habitants, je suis ému, vous le remarquez, et honoré de vous accueillir pour cette cérémonie de remise de médailles des justes parmi les nations. Vous êtes là, Madame la représentante de l'ambassade d'Israël, merci. Monsieur André Coignac, excusez-moi, président de l'association France-Israël du Limousin, Monsieur Feldman, France-Israël de Châteauroux. Il est là. Monsieur Vernier, député maire de Guéret. Monsieur Jean Comernien, conseiller général. Je l'ai vu, j'en suis sûr. Pardon. Monsieur Dayan, délégué du comité français pour Yad Vashem, qui parlera tout à l'heure. Monsieur l'abbé Meignier. Merci. Mesdames et messieurs les présidents d'intercommunalité, m'excuserez de ne pas citer les personnes une par une. Voilà, ils sont là, ils se reconnaîtront. Messieurs les maires, leurs représentants, mesdames et messieurs les élus, monsieur Alain Tessed, représentant du Parti communiste creusois, monsieur les sapeurs-pompiers et les gendarmes, je l'ai vu aussi, on ne va pas le louper avec son képi, les familles, les témoins, les instituteurs et les enfants. Merci. Sont excusés Madame Dominique Claire Malmanche, préfète de la Creuse, monsieur Lozac, sénateur et président du Conseil général, monsieur Manville, conservateur du patrimoine pour le département de la Creuse, vraiment désolé de ne pouvoir assister à cette cérémonie. Mais ce jour-là vous est consacré, Madame Camin. Vous avez vu là tout à l'heure. Nous sommes fiers. Oui, nous sommes autour de vous, de votre famille, que vous représentez. Nous sommes heureux de vous rendre hommage à vous et à ces généreux qui vous ont sauvé
qui ont sauvé des vies. Entre 1940 et 1944, plus de 75 000 juifs ont été déportés de France. Des enfants, des femmes, des hommes envoyés vers la mort. Plusieurs millions de Français gardèrent le silence. Quelques-uns collaborèrent à cette ignoble entreprise. Le Limousin est reconnu pour avoir été une terre de refuge privilégiée pendant la guerre. En effet, 9 paumes d'enfants juifs sur 18 que l'œuvre Secours aux enfants gère dans toute la France sont présentes et actives dans notre région. En Creuse, les maisons d'enfants de Saint-Pierre-de-Fursac, Minsat, Le Grand-Bourg et Crau ont accueilli par roulement plus d'1 millier d'enfants durant l'occupation. Et notre petite commune de Maine peut être fière d'avoir également protégé de nombreux réfugiés, dont des familles juives bravant les risques encourus au nom d'un seul devoir, le devoir d'humanité. Le fait est, la grande histoire est bien articulée avec les histoires individuelles. C'est pourquoi je m'incline devant la bravoure de Louise et Sylvain Bray, de leur fille Marcel Chocat, dont l'époux était prisonnier et dont elle n'avait pas de nouvelles. Mais aussi devant l'intrépidité de Ginette, qui en 1943, du haut de ses 10 ans, faisait la petite commissionnaire, comme elle nous le disait. Vous avez choisi de tendre la main malgré les risques et les dangers. Vous êtes restés courageux devant la peur en cachant vos semblables. 3 familles juives menacées d'arrestation, de déportation, de mort. Fuyant la Pologne, les parents Zilberson sont arrivés en France séparément et mariés en 1924. Le père ouvre une boutique de tailleur. Après la défaite, sa boutique est confisquée au profit d'un administrateur arié. Ils ont 3 filles. Fanny, née en 1926, décédée en 2008. Léa, épouse d'Escou, née en 1927. Et Sophie, épouse spéculante, née en 1929. À l'été 1940, le père seul se cache à la campagne. Le 16 juillet 1942, lors de la rafle du Veldiv, la maman et les 3 filles se réfugient dans une pièce au-dessus du magasin, ravitaillées par la femme du restaurateur voisin pendant environ 2 semaines. Fin juillet, elles sont obligées de partir. Après un périple qui les conduit à Pau, puis à Aulu, elles sont contraintes de partir à nouveau pour être assignées à résidence à Nîmes. Là, chaque fois qu'une rafle est annoncée, une maison inhabitée est mise à leur disposition chez Sylvain et Louise Bray. Dans cette pièce unique, 5 autres personnes viennent aussi se cacher à chaque alerte. Il s'agit de ce Joseph Stupp, né en 1936, accompagné de sa grand-mère d'origine autrichienne, ainsi que 2 sœurs d'origine polonaise. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Cette phrase du Talmud est désormais gravée sur la médaille des justes. Comme la reconnaissance de l'envergure des gestes individuels qui se révèlent ô combien admirables et humains, dans notre pays du droit de l'homme, nous devons rester vigilants. Veiller. Ne jamais oublier les traces amères et honteuses que nous a laissées cette guerre. Nous devons faire la passerelle avec les générations futures en distinguant la générosité et le courage de ces hommes et femmes qui ont simplement agi avec leur conscience, secrètement et humainement pendant cette période sombre de notre histoire. Il faut se souvenir du passé pour forger l'avenir. Nous vivons aujourd'hui dans un monde agité. Ne laissons aucune place au révisionnisme ni à toute forme de racisme. Prenons conscience de nos responsabilités face à la communauté des hommes. Notre putain de guerre, à nous plus jeunes qui ne l'avons pas connue, c'est le devoir de mémoire, l'aspiration à un monde meilleur. Il nous appartient à tous de construire ce monde en perpétuant l'accueil et le partage, la tolérance et la justice, ainsi que la fraternité entre les peuples. Et toujours dans la lumière du souvenir. Soyons des passeurs de lumière. Que la mémoire de la Shoah serve à dénoncer toutes ces injustices d'aujourd'hui. Merci.
Monsieur le maire, Madame la représentante de l'État d'Israël, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État français, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs, et vous les enfants, cette phrase que Monsieur le maire a prononcée, vous allez peut-être l'entendre toute la matinée. Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier. C'est une phrase qui est gravée sur la médaille que vous pourrez voir tout à l'heure. C'est vous dire l'importance qu'a une vie dans le judaïsme. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons rendre hommage à ceux qui ont été les héros de cette guerre, les héros anonymes souvent, et qui ont pu sauver des vies. Et notre plus belle récompense, c'est justement de voir les familles ici avec leurs enfants, les petits-enfants, parce qu'une vie seule a été sauvée. Alors, cette phrase extraite du Talmud, qui est le livre saint du judaïsme, rend hommage aux actions d'humanité et de courage des justes parmi les nations nommées par Jérusalem. Et voilà, elle est en signe de gratitude. Elle sera donnée par Madame Rachel Feinmesser, ministre conseillère aux affaires politiques auprès de l'ambassade d'Israël en France. Ce titre de juste parmi les nations est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Il est la traduction d'une expression hébraïque utilisée dès l'Antiquité, dans le Talmud toujours, pour qualifier les non-juifs vertueux, œuvrant avec compassion et justice. Il est attribué par le mémorial Yad Vashem de Jérusalem, créé en 1953, et ainsi nommé en référence au texte d'Isaïe, un prophète. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, le Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Le comité français pour Yad Vashem, laïque et républicain, que je représente, est majoritairement composé de bénévoles, pour la plupart eux-mêmes des enfants sauvés. Ce comité s'est donné 3 missions essentielles. Premièrement, transmettre l'histoire de la Shoah et collecter les noms de ces victimes afin qu'elles ne soient jamais oubliées. Deuxièmement, faire connaître et honorer les justes parmi les nations de France en organisant les cérémonies de remise de médailles et de diplômes, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, et en aidant les municipalités à pérenniser leur mémoire. Troisièmement, instruire les dossiers de nomination et participer activement à la recherche des justes ignorés et oubliés afin qu'ils soient reconnus et honorés. Je vais vous donner quelques chiffres. Au 1er janvier 2013, il y a eu environ 24 811 justes parmi les nations qui ont été ainsi recensés dans le monde. Parmi eux, 3 563 justes de France. Et vous verrez que notre région est particulièrement bien représentée, puisqu'il y en a près de 200. Si durant cette triste période, les Français ont collaboré et participé avec les Allemands à ces crimes contre l'humanité, il en fut un grand nombre qui aidèrent ceux qui étaient pourchassés pour le seul crime d'être nés juifs, et qui, pour aller encore plus loin dans l'avilissement, furent spoliés, humiliés, mis au ban de la nation par le statut des Juifs, et de plus estampillés d'une étoile jaune. En France, 76 000 Juifs, dont 11 400 enfants, furent déportés. Seuls 2 550 revinrent. Parmi eux, aucun enfant. Malgré ce lourd tribut payé à la solution finale,
C'est grâce à l'engagement et au courage de ces Français et Françaises du refus que la plupart des Juifs de France furent ainsi protégés et sauvés. Et je peux dire que je suis fier parce que la France a été un des seuls pays d'Europe où il y a eu tant de personnes sauvées grâce à la population. Nous en sommes les témoins et nous ne les remercierons jamais assez. Ces héros, souvent anonymes et ne demandant rien, furent tellement discrets que le Parlement israélien a décidé de leur attribuer la plus haute distinction civile d'Israël, la médaille des justes parmi les nations. À Jérusalem, l'allée des justes, avec ses milliers d'arbres, et le mur des justes avoisinants rappellent leur nom. À Paris aussi, au mémorial de la Shoah, les noms des justes de France sont gravés. Les actions courageuses de ces hommes et de ces femmes démontrent que les héros ne sont pas uniquement ceux des grandes batailles, mais qu'il y a eu des gens qui, au quotidien et au péril de leur vie, ont su résister et tendre la main à ceux qui étaient persécutés. C'est aussi l'honneur de la France. Et je suis fier de rendre hommage à ces héros ignorés. À la demande de Madame Léa Lescaut-Nézil-Persponne, ici présente, et de sa plus jeune sœur Sophie Spéculante, alors largement secondée par Monsieur Hervé de Guignes, qui a fait un travail de recherche remarquable. Je ne le connais toujours pas, j'ai eu souvent des contacts. Ah, mais approchez-vous, monsieur. J'en profite pour le remercier personnellement pour son efficacité. Donc, je disais à la demande... Je disais à la demande de Léa et Sophie Zilberspon, cette nomination de juste parmi les nations a été attribuée à Sylvain et Louise Brett. Leur nom sera désormais gravé sur le mur des justes à Jérusalem et à Paris. Mais la famille Brett est allée bien au-delà du sauvetage de la famille Zilberspon. Elle leur a assuré, avec d'autres habitants de Maine bien sûr, un quotidien affectueux malgré les dangers de l'occupation nazie. Le comportement de la famille Brett n'est pas unique, car beaucoup d'habitants de ce village, je le sais, ont accueilli et protégé de nombreux juifs. Je n'en veux pour preuve que cette petite liste non exhaustive que j'ai appelée la liste de Schindler de Guide, qui a répertorié environ 28 personnes, mais je pense qu'il y en a d'autres. Ces familles mériteraient grandement de figurer sur le mur des justes. Hélas, il y a 70 ans, et beaucoup de témoins ont disparu. Souhaitons que l'écho de cette cérémonie nous aide à réparer ce manquement. Aussi, d'ores et déjà, afin de pérenniser leurs souvenirs, je soumets à votre municipalité, monsieur le maire, un projet d'idée de créer un lieu de mémoire en attribuant à une voie, un square, un jardin ou un édifice de même le titre de juste parmi les nations, comme cela s'est fait dans la commune voisine de la Selle-du-Noise. Et je crois que le maire de la Selle-du-Noise est parmi nous. Voilà. Et nous avons inauguré l'année dernière une stèle dans un square des Justes, et j'espère que nous allons le faire ici aussi. Ainsi, en honorant Sylvain et Louise Brett pour leur courage devant l'oppression et le déni de l'être humain, nous portons témoignage du devoir, mais aussi du droit à la mémoire, parce qu'il ne suffit plus de dire plus jamais ça. Je ne vais pas oublier, et je pense qu'il serait juste d'y associer leur fille Marcel Choca,
ainsi que leur petite fille Ginette Cama, qui, elle me l'a avoué, a beaucoup participé, comme disait Monsieur le maire, du haut de ses 10 ans, et elle a sûrement rendu beaucoup de petits services. Habitants de Maine, je ne vous oublie pas non plus, je vous dis merci. Je suis sûr que vos aînés ont su vous transmettre ces vertus de courage et d'amour de l'autre. Nous remercions aussi Monsieur Lamontagne, votre maire, le conseil municipal, je sais qu'il a bien travaillé, ainsi que le personnel de la mairie d'avoir bien voulu organiser cette cérémonie. Et merci de votre présence à tous et de votre participation. Je passe la parole à M. André Colignac, président de l'association France-Israël Limousin. Charlet ne vous l'a pas dit, mais c'est également notre vice-président et c'est le président du consistoire israélite de Limoges. J'excuse son président Jacques Nadan qui n'a pas pu se rendre parmi nous, mais il y a ici une délégation juive assez importante représentant le consistoire et également France-Israël. Monsieur le maire, monsieur le délégué de Yad Vashem, madame la ministre conseiller, monsieur le député maire de Péret, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les élus, les représentants de la gendarmerie et des pompiers, représentant ici la sécurité, qui pour nous est un mot qui veut dire quelque chose. Chers amis et les enfants, je l'ai cité l'an dernier, mais ce ne sont pas les moins méritants aujourd'hui. L'association France-Israël du Limousin s'associe à votre hommage des familles Brett, Choka, Camin, pour avoir sauvé les vies des membres des familles Silberstone, Stubb et des jeunes juifs polonaises de la barbarie nazie. Ils n'ont jamais demandé d'honneur pour ce qu'ils ont fait, pour sauver des vies en toute simplicité, mettant leur propre vie en péril. Il est troublant et paradoxal de constater que du pire de cette période terrible de notre histoire est sorti le meilleur. France-Israël du Limousin est partenaire de la mémoire des Justes. Nous avons été créés en novembre 1948 par un Juste, le professeur Joseph de Léovardi. Nous œuvrons avec les historiens de la mémoire rencontrés ici, ils sont présents, je les remercie. Nous nous souvenons du colloque du sauvetage des enfants, colloque national, en 2004, avec Cathy Hazan et les gens représentant l'OSE, l'OPEJ, l'UJF. Nous nous évertuons à penser et à accompagner les témoins de ces années terribles. Les camps d'internement d'Ejo et de Nexon, de Soudeille, les massacres de Radour, la résistance sont là pour nous le rappeler, je dirais, tous les jours. La mémoire n'est pas seulement tournée vers le passé, c'est aussi un bien très précieux à l'homme pour construire ou reconstruire son avenir. Un bien qui, s'il n'est pas manipulé, peut nous éviter de se reproduire sans cesse avec les mêmes erreurs, les mêmes lâchetés. Ces Justes sont pour nous et pour toujours le meilleur de l'humanité. Le Limousin est une région terre d'asile qui s'est mobilisée pour sauver tant de vies, et tout particulièrement les enfants, plus de 6000 entre 1940 et 1944, et la Creuse a représenté un des
département du Limousin qui a été le plus sollicité. Pour la région Limousin, 115 justes en Haute-Vienne, 75 en Creuse, 65 en Corrèze, soit 255 justes environ pour le Limousin. Je ferai un hommage tout particulièrement pour les femmes, qui ont joué un rôle fondamental dans le sauvetage des Juifs réfugiés, parce qu'elles représentent une forme de la résistance civile associée à la résistance militaire. Il y en a des représentants ici. Elles ont été admirables d'abnégation, mères, épouses, sœurs. Elles ont assumé sans compter pour réaliser l'assistance logistique, le ravitaillement, les soins, les liaisons, les caches, tout ça au péril de leur vie, car il n'y avait pas d'exception pour la déportation ou être fusillé. On ne regardait pas dans la barbarie nazie ces questions-là. Elles ont su transformer l'honneur en conscience et la haine en humanité. Nous sommes heureux, fiers, honorés d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie qui honore vos familles pour leur courage et leur mérite éminent durant cette sombre période de notre histoire. Nous pouvons fêter cela et faire la fête tous ensemble. Merci. Je vous remercie. Je vais demander à Jean de venir vous voir, Jean Pomerania, conseiller général du canton, de nous dire de vous. Merci, monsieur le maire. Bien, bonjour à vous, madame la représentante de l'État d'Israël, monsieur le député maire de la Creuse, messieurs les représentants de toutes les associations d'amitié franco-israël, et de même qu'à toutes les personnes présentes ici, chacun aux grades et qualités. C'est avec beaucoup d'émotion que je participe à cette manifestation aujourd'hui qui rend hommage à une famille, à des individus qui, au péril de leur vie, comme il a déjà été dit, eh bien, ont risqué leur propre vie. Alors là, bon, je n'entrerai pas dans des détails ni dans nombreux chiffres. Bon, il en existe, vous en avez donné. Mais il faut savoir qu'en Creuse, peu de temps après la rafle du Veldiv à Paris, il y a eu aussi une rafle en Creuse qui a vu la déportation de 35 personnes d'origine juive. Bon, cela nous paraît beaucoup trop, mais heureusement, les Creusois en ont sauvé bien davantage que ceux qui ont été déportés. Et là, moi je me pose des questions, comme beaucoup d'autres sans doute, sur ce qu'est la nature humaine. Parce qu'on a l'impression que certains sont nés pour faire le bien et d'autres pour faire le mal. En réalité, je pense que dans chaque pays, dans chaque peuple, eh bien, les deux potentialités existent. Et c'est à ceux qui sont du bon côté, je dirais, d'essayer de maîtriser les excès des autres. Et il ne faut pas croire que c'est parce que nous considérons être dans un des pays les plus civilisés de la planète, parmi ceux, bien sûr, avec d'autres d'Europe de l'Ouest, comme avec certains d'Amérique du Nord, eh bien, que nous sommes à l'abri de réminiscences de ces manifestations. D'ailleurs, nous pouvons constater la réalité presque au quotidien. Chaque jour, les informations, qu'elles soient, les informations journalistiques en général, eh bien, nous informent d'atrocités qui se passent et qui sont liées à la xénophobie, au racisme et en général à l'intolérance, à la différence. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même que nous ayons tous un devoir de mémoire pour les générations qui viennent. Certains d'entre nous, eh bien, ont été témoins de cette période qui a été vraiment catastrophique pour le peuple juif qui vivait en France.
Bon, d'autres plus âgés que moi ont sans doute davantage de souvenirs, mais moi j'étais encore un jeune enfant, mais malgré tout, j'ai vu des choses qui m'ont marqué, peut-être pas en quantité, mais j'ai encore des souvenirs précis. Et je crois que l'oubli, progressivement, bien peut entrer dans les esprits de ceux qui nous suivent. Et je pense il y a des méthodes aussi pour raviver la mémoire de certains, puisque les lieux de massacre tels qu'ils ont pu exister en Allemagne, eh bien, ont existé ailleurs aussi. J'ai eu l'occasion de visiter le cimetière juif de Prague il y a quelques années. C'est quelque chose de très émouvant, très impressionnant. Et il ne faut pas oublier non plus que toutes ces atrocités ne sont pas passées qu'à l'extérieur de notre territoire, puisqu'en France même, bon, ça n'a pas concerné que des membres du peuple juif, mais à la limite des Vosges et de l'Alsace, sur les hauteurs du massif vosgien, eh bien, le camp du Struthof, j'ai également visité, a vu l'extermination d'un grand nombre aussi de personnes, quelles que soient leurs origines. Et nous avons en France une habitude, c'est de faire voyager les jeunes de nos écoles comme forme de récompense à la fin d'une année scolaire. En général, on organise des voyages ludiques. C'est l'habitude. Mais je pense aussi qu'on pourrait de temps en temps à certains, tout au moins à certains adolescents, eh bien, organiser des voyages liés au devoir de mémoire. Et je crois que ce serait une bonne chose, justement, pour que l'oubli ne s'installe pas au sujet de ces atrocités qui se sont passées. Voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est celui-là. Et je vous remercie de votre patience. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit mot? Donc on va demander aux enfants de bien vouloir nous interpréter, de nous lire une poésie, je ne sais plus. Donc voilà. Je vous donne le micro. Le badge. On m'a donné un badge quand j'étais enfant. On m'a donné un badge ce que j'étais content. Je l'ai cousu ce badge à la place de mon cœur. Je l'ai cousu ce badge sur mon plus beau vêtement. Il était beau ce badge, jaune et bordé de noir. Il était beau ce badge, comme un astre vraiment. La forme d'une étoile à 6 branches de surcroît. La forme d'une étoile, un mot écrit dedans. Un mot de 4 lettres en caractère gras. Un mot de 4 lettres tordu comme des serpents. On avait marqué juif au centre lisiblement. On avait marqué juif sur mon cœur de 7 ans. C'était un drôle de cadeau qu'on m'avait offert là. C'était un drôle de cadeau, un passeport étranger. J'ai failli aller loin où d'autres sont allés. J'ai failli aller loin et partir en fuite. Je l'ai toujours ce badge, sur moi en cas de malheur. Je l'ai toujours ce badge gravé au même endroit. Je n'en porte jamais d'autre. Bien que je ne le vois pas, je n'en porte jamais d'autre. C'est le seul qui me va. C'est dans cette intention que me l'avait donné. C'est dans cette intention, moi je l'ai gardé. Albert Pess. Les justes. Sans vouloir triompher, ils sont restés dans l'ombre, mais n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Des faibles ou des robustes sont devenus des justes. Ils ont sauvé de leur destin tragique par esprit instinctif ou même patriotique. Des faibles ou des robustes sont devenus des justes. Sans vouloir triompher, ils sont restés dans l'ombre, mais n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Des faibles ou des robustes sont devenus des justes. Ceux qui ont refusé cette ambiance de haine, jamais ils n'ont parlé de leur action humaine. Des faibles ou des robustes sont devenus des justes. Au-delà de leur vie, les juifs et leurs enfants n'auront pas d'amnésie pour ces hommes clairvoyants. Des faibles ou des robustes sont devenus des justes. Serge Rosenberg. Je vais rajouter un mot à ce magnifique témoignage. C'est que le Limousin n'a pas porté l'étoile juive
à son grand honneur, c'est la seule région de France. C'est important. Parmi les 12 juifs qui ont disparu, massacrés à Oradour, aucun, réfugié depuis 1938 pour certains, aucun n'avait porté l'étoile juive. Et dans cette commune, ceux qui en témoignent encore aujourd'hui, ceux qui ont disparu, on les appelait les petites juives ou les petits juifs. Mais ils n'ont pas porté d'étoile. Nous le devons en partie à tous nos élus, aux grands responsables, et notamment au grand rabbin Dodge, qui se trouvait le principal rabbin de la synagogue, la grande synagogue à Limoges. Il y avait 6000 juifs réfugiés à ce moment-là, rien que sur la ville de Limoges. Il y avait 2 synagogues et un grand rabbin, le fameux grand rabbin Dodge, qui arrivait d'Alsace, que tu as connu. C'est l'honneur du Limousin de ne pas avoir porté ce fameux badge de la honte. Ils l'ont porté dans leur cœur, dans leur chair, ça sûrement, dans leur mémoire, c'est sûr. Mais en tous les cas, c'est l'honneur du Limousin de ne pas l'avoir porté. Juste quelques phrases pour compléter. D'abord, pour vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez fait ce matin, et puis pour vous dire toute l'émotion qui est la mienne. C'est pas la première fois que je participe à ce genre de manifestation. Je les ai toutes connues avec autant d'émotion, autant d'engagement, et j'ai ressenti à chaque fois que je me trouvais là combien l'État juif avait bien fait d'inventer cette distinction et de la remettre. Cette distinction de juste parmi les nations qui remet en lumière ceux qui, dans l'ombre, ont risqué leur vie tout simplement pour que des êtres humains qui n'avaient qu'un seul défaut, aux yeux des nazis, c'est d'être juif. Quel défaut, quel affreux défaut. Comment peut-on imaginer que des hommes en responsabilité, désignés par leur père, arrivés au pouvoir, aient pu se conduire de cette façon? Je veux vous dire ici que j'ai une histoire personnelle qui me rapproche encore de ça, puisque je suis le petit-fils d'un Lorrain qui a refusé, qui était maire de son village et qui a refusé la domination allemande, et qui est parti avec ceux qui le souhaitaient, qui a quitté ce village de Lorraine et qui a été accueilli par la Creuse. Il était en quelque sorte aussi un réfugié. Pas de la même façon, mais il a bénéficié sur cette terre de Creuse de beaucoup d'amitié et de beaucoup de sympathie. Donc vous comprendrez pourquoi il y a des moments où il y a des choses qui rapprochent les gens, qui rapprochent les peuples. Et je veux vous dire ici ma souffrance lors des événements de Toulouse. Vous dire combien je me sentais juif, moi aussi, lorsque j'ai vu les atrocités qui ont été commises il y a quelques semaines. Et c'est pour ça, mon cher Jean, tu as raison. Non, l'histoire n'est pas finie. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Il y a encore sur cette terre des gens qui gardent les mêmes sentiments d'exclusion, de racisme et de xénophobie. Nous n'avons pas le droit à la moindre faiblesse. Nous n'avons pas le droit d'excuser le moindre geste. Parce que si nous le faisons, alors nous aussi, nous serons coupables. Et nous n'avons pas le droit, au nom de ceux qui ont vu partir, mourir des milliers de leurs enfants, et au nom de ceux qui les ont protégés, nous n'avons pas le droit d'abandonner ce combat. C'est le combat de la vie, c'est le combat de la liberté, et surtout, c'est le combat du respect. Oui, moi aussi, comme le disait Jean Ferrat, et je veux terminer par une note un peu plus gaie. Moi aussi, je twisterais les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour, nos enfants sachent qui vous étiez. Je veux vous dire, vraiment, cette sympathie, elle n'est pas d'occasion parce que je suis là et qu'on me tend le micro. Elle est sincère. Merci à vos parents, à vos grands-parents, tout ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si j'aurais eu leur courage, comme j'aimerais l'avoir. Mais en tous les cas, eux, ils l'ont eu, vous pouvez en être très fiers.
On va demander l'interprétation des marais. Donc je crois qu'il y a quelqu'un qui va le chanter, le chant des marais. Donc surtout, je ne garde pas le micro, on tient au soleil. On va démarrer. Mais tout le monde reste pour ceux qui connaissent les paroles. Quelqu'un a dit les paroles. De grands marécages, pas un seul oiseau ne chante dans ces arbres secs et creux, aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher dans ce camp mort et sauvage, entouré d'un mur de fer. Il nous semble vivre en cage, entouré d'un grand désert, aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Serait liberté chérie, je dirais tu es à moi, ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, aimer vraiment. Non, mais non, c'était la reprise, c'est tout. Merci. Je vais peut-être amocher un peu le nom. Je vais demander à Rachel, je vais peut-être dire tout simplement Rachel. Excusez-moi. Je suis. De bien voir remettre la médaille. Je ne suis pas fatigué, Monsieur le maire, Monsieur les députés maires, Madame, Monsieur le conseil municipal, Monsieur le délégué du comité français pour Yad Vashem, Monsieur le président de l'association France-Israël, chers amis. Il y a 68 ans, André Malraux nous disait que la vraie civilisation, la part de l'homme que les camps ont voulu détruire, avait triomphé de la vraie barbarie. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que les ténèbres régnaient sur l'Europe, les justes de France ont eu le courage de braver l'autorité injuste. Au péril de leur vie et de celle de leur famille, ils ont mobilisé leur âme, leur corps, leurs forces pour sauver les Juifs. Certains ont trouvé la mort et voilà préserver la vie. Au mois de janvier 2007, la France a rendu un vibrant hommage aux Juifs parmi les nations. Jacques Chirac, alors président de la République, et Simone Veil, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit les Juifs de France au cœur du Panthéon. Ces jours-là, le courage et la noblesse d'âme de ces héros, humbles et discrets, ont été reconnus à leur juste valeur. Par les actes, ils n'ont pas seulement sauvé des innocents,
Ils ont également sauvé la dignité humaine et l'honneur de la France. Dans le Talmud, il est écrit « Quiconque sauve en vie, sauve l'univers tout entier ». Chers amis, pour la mémoire des morts sans sépulture, pour l'honneur des justes parmi les nations, mais aussi pour préserver notre avenir, il nous incombe de perpétuer les souvenirs de cette tragédie humaine. Le peuple juif n'oubliera ni les bourreaux, ni leurs collaborateurs. Il se souviendra jamais de ce juste et très exceptionnel, lumière des nations, qui nous rappelle que le courage se trouve surtout chez des êtres ordinaires qui ont accompli des actes extraordinaires. Le peuple juif voudrait honorer également tous les justes anonymes, ainsi que la résistance française et juive, qui ont permis aux 3/4 de la communauté juive de France d'échapper aux griffes nazies. La médaille des justes parmi les nations est la plus haute distinction en Israël. Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, mais simplement d'un témoignage de gratitude et de reconnaissance éternelle. Pour la représentante de l'État d'Israël que je suis, une remise de médaille à un juste constitue toujours un moment particulier et solennel. Aujourd'hui, je suis particulièrement émue de remettre cette médaille en présence de mon amie Gaïa et toute sa famille, fille de Joseph Stuck, protégée par la famille Bray, qui a montré un courage exemplaire pendant cette période d'occupation. Chère Ginette, vos grands-parents et votre mère, vous êtes-même, ont fait preuve de qualités humaines et de corps incontestables, n'écoutant que leur conscience et leur courage vous courage. Au nom de l'État d'Israël, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai le grand honneur de remettre la médaille de Juste parmi les nations à titre posthume à Sylvain et à Louis Brett et à leur fille Marcel Chocan et à vous-même pour avoir sauvé les familles Clapper, Stupp et Silverstone. Cher Juste, que vos noms restent à jamais gravés dans l'histoire de l'humanité. Nous vous sommes à jamais reconnaissants. J'aimerais embellir un peu plus cette jolie humilité, entre parenthèses, d'un bouquet de fleurs offert. En espérant que ces fleurs puissent préserver ce qu'on disait, le devoir de mémoire, donc à tout jamais. Et cette cérémonie est très importante, aussi bien pour la commune, et ça remémorise aux gens qui l'ont vécu, très peu maintenant, mais surtout à nos enfants, je pense.
qui se rappellent de cette cérémonie jusqu'au bout et qui le transmettent à leurs enfants après. Donc voilà. Merci encore Ginette, merci au courage des familles qui ont pu avoir cet instinct de sauver des vies qui paraît naturel. Pépé Sylvain, Mémé Louise, ma maman. C'est en leur nom que je remercie chaleureusement les familles Ziberton, Léa, Sophie, leurs conjoints, la famille Stup Sartiel, Josépha, Adam, Barak, Galia, Dina, partagé, leurs conjoints, et une pensée aussi pour ceux qui nous ont quittés. Joseph Stup nous a quittés trop tôt. Sa grand-mère, dont j'ai le souvenir d'une grande dame. Fanny, Madame Ziberton, également les deux sœurs nées Clapper, Sarah et Raquel, que mes parents ont cachées. Un grand merci aussi à Monsieur Deguine, le micro, qui a œuvré pour que cette cérémonie puisse se réaliser. Organisation, échange important de mails, de téléphone. Merci à la municipalité pour leur accueil. Merci aux personnalités présentes que je ne peux pas tout nommer. Merci à tous ceux qui êtes venus, aux instituteurs, aux enfants. Merci à tous. J'associe également à la remise de cette distinction ma fille Patricia et mes petits-enfants Ludivine et Romain. Merci à tous. Excusez-moi. Madame Léa Lescaut, voulez-vous dire un petit mot? Mesdames, Messieurs, chers amis, chers enfants, nous sommes ici réunis pour honorer la famille Brett, une des nombreuses familles de France qui, à leurs risques et périls, ont permis aux 2/3 de la population juive de France d'échapper à l'extermination nazie. Je voudrais évoquer devant vous quelques images de cette période, encore bien vivante à ma mémoire. En février 1944, alors qu'avec ma mère et mes sœurs, nous étions en résidence forcée à Maine, une fois de plus, le bruit avait couru qu'il y allait y avoir une rafle. Nos craintes s'étaient fondées, car le 24 février 1943, lors d'une rafle organisée par l'État français de Vichy, des hommes juifs de Maine avaient été arrêtés et envoyés vers une destination inconnue. Nous avons découvert à la Libération qu'il s'agissait des camps de la mort. Notre mère, Esther Ziberton,
Mes sœurs Fanny, Sophie et moi, Léa, avons donc préparé notre baluchon. Et à cet instant, je me souviens d'avoir envié notre chat qui dormait, car lui n'était pas recherché par la police. Il n'était pas juif. Nous sommes allés nous réfugier dans une ferme au lieu dit Le Tontet. Il y avait là le grand-père, la grand-mère, monsieur et madame Brett, leur fille Marcel Chocard, âgée d'une trentaine d'années, et leur petite-fille Ginette, une blondinette de 11 ans, devenue plus tard madame Camin. Leur accueil chaleureux nous a réconfortés. Nous avions alors la sensation d'être encore des êtres humains. Nous avons été logés dans un bâtiment inhabité et c'est toujours avec un sourire apaisant que madame Brett et sa fille nous apportaient des repas chauds. À aucun moment, elles ne nous ont fait ressentir la crainte du danger qu'elles-mêmes encouraient. En arrivant, nous avons fermé les volets et sommes restés immobiles et silencieux. Peu de temps après, on a frappé à la porte. C'était madame Stoup et son petit-fils Joseph que la famille Brett accueillait également. Madame Stoup était une femme très digne d'une 60aine d'années qui vivait avant l'arrivée des nazis à Vienne, en Autriche. Maman a ouvert la porte. Notre groupe s'est agrandi. Des paillasses ont été réparties sur le sol pour que chacun puisse se reposer. Le sommeil ne venait pas. Madame Stoup a évoqué le temps de paix. Elle a même parlé musique. Soudain, s'adressant à nous, les 3 jeunes sœurs, elle nous a demandé « Connaissez-vous l'Ave Maria de Schubert ?» Nous ne le connaissions pas. Dans la pénombre, sa voix s'est élevée, pure et cristalline. La voix d'une jeune fille, et elle a chanté en allemand. C'était si beau. Jamais aucun grand concert ne m'a aussi ému. Elle chantait, malgré la peur et notre détresse. Elle chantait un chant de Noël chrétien, un chant de paix, d'humanité, la musique ne connaissant pas de frontières. Quand j'entends désormais l'Ave Maria de Schubert, c'est la voix de Madame Stoup qui s'élève, la voix de l'espoir. Jamais je n'oublierai la famille Brett qui nous a sauvé la vie. Nous avons transmis cette mémoire à nos enfants et petits-enfants ici présents. Ils se joignent à moi pour dire merci à Ginette et à travers elle à tous les justes qui, par leur courage et leur humanité, ont sauvé des persécutés. Madame Sophie Spéculant, la petite sœur. Je me présente, Sophie Spéculante, née Zitterspont, en mars 1929, assignée à Maine en résidence forcée, ordonnée par les autorités du gouvernement de Vichy. J'ai vécu dans ce village de janvier 1943 à 1945 avec ma mère et mes 2 sœurs. Ma sœur et moi, même, ne nous sommes pas concertés, chacune s'exprimant avec sa propre sensibilité. Mais, bien évidemment, nous avons une histoire commune, des dates et des lieux. Le 22 janvier 1940, sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, le martèlement des bottes allemandes nazies est à peine étouffé que, 4 semaines plus tard, l'administration du gouvernement de Vichy
se met ainsi au service de la politique de l'Allemagne nazie vis-à-vis des Juifs. Comme prévu dans les conventions non dévoilées de l'armistice, la police et la gendarmerie de l'époque exécutent les ordres d'arrestation des Juifs, enfants compris, décidés par les autorités allemandes en zone occupée, et de les acheminer vers les camps de concentration français, camps de Drancy et bien d'autres. Plus tard, les fonctionnaires de l'État français continueront à les remettre aux nazis dans le cadre de la solution finale. Ainsi, le fichier TULAR, constitué par la préfecture de police, est transmis au service 4J de la Gestapo en charge de la dite question juive. S'installe ainsi la souricière créée par l'État français qui, durant 4 années, arrêtera près de 80 000 juifs en France. Ceux-ci seront ensuite déportés et exterminés en Pologne, dans le principal camp de la mort, à Auschwitz. Seules 2500 personnes survivront à ce génocide. Le parcours de notre famille est à l'identique de ce que d'autres familles juives, étrangères et françaises vivaient et subissaient à partir de 1940. Les humiliations imposées aux Juifs par le gouvernement de Vichy, alors que les autorités occupantes n'avaient encore exprimé aucune exigence. L'État français promulgue des textes à l'encontre de la population juive, tels l'obligation de s'enregistrer comme juif sous peine de sanction, l'obligation du port d'une étoile jaune avec l'inscription juif à partir de l'âge de 6 ans, interdiction d'aller au cinéma, à la piscine, au théâtre, au musée. À Paris, obligation d'utiliser uniquement le dernier wagon des rames de métro. Certains cafés avaient affiché l'inscription suivante: interdit aux chiens, aux noirs et aux juifs, quand dans d'autres lieux publics n'était interdit qu'aux juifs. Ce ne sont pas que des paroles. Nombreux sont les textes, photos qui témoignent de cet événement et sont exposés à l'occasion de manifestations diverses, évoquant cette période. Également, la révocation des juifs français travaillant dans l'administration. Les premiers internements débutent en septembre 1941. D'abord, l'arrestation des hommes juifs étrangers, puis des juifs français, et ensuite des femmes, des enfants, des vieillards, des femmes enceintes, des invalides et même des grabataires. Qui pouvait croire un instant qu'ils partaient en Allemagne pour travailler? La liste est encore longue de toute cette vilainie. Cet apartheid, ce statut de citoyen de seconde zone, de citoyen sans droit, c'est cela que chacun souhaitait fuir. Il nous semblait que partir en zone nono, abréviation pour dire zone non occupée ou zone libre, sans occupants allemands, était donc moins dangereux, entre autres pour les juifs. Mais ceci n'était qu'un leurre, parce que la législation touchait tout le territoire français. Les nazis ont envahi le 11 novembre 1942 le restant du territoire français non occupé, remettant en cause la sécurité de tous, mais plus particulièrement celle des Juifs. Quitter sa maison, sa famille, ses amis, son entourage n'est pas chose facile. Le parcours était dangereux, car avant le 11 novembre 1942, une ligne de démarcation séparait la France en deux et de nombreux contrôles d'identité truffaient cette artificielle frontière. D'aucuns avaient de faux papiers, d'autres n'avaient que leur pièce d'identité officielle, surchargée d'un tampon de couleur rouge sur lesquels était inscrit « juif » en gros caractères comme une tache indélébile. Après les grandes rafles du 16 et 17 juillet 1942, nous avons quitté Paris et passé illégalement la ligne de démarcation à fin juillet 1942 pour nous retrouver à Pau.
Ensuite, nous avons été assignés à résidence forcée par l'administration de Vichy du maréchal Pétain à Aulus-les-Bains dans l'Ariège, avec d'autres familles juives. Craignant des évasions, parce que trop près de la frontière espagnole, l'administration transfère la totalité des assignés vers l'intérieur du territoire, dans la Creuse, en janvier 1943. Parmi ceux-ci, une vingtaine de personnes sont affectées à Maine, dans le même cadre administratif. Nous demeurions dans un petit logement de 2 pièces appartenant à Mademoiselle Péricard. Un mois après notre arrivée, une rafle a eu lieu à Maine et 2 hommes de notre petit collectif ont été arrêtés par la gendarmerie française le 24 février 1943. Par crainte d'éventuelles arrestations, nous avons sollicité M. et Mme Bray de bien vouloir nous cacher chez eux au Pontet, lors de rumeurs de rafle. Ceux-ci ont accepté. À plusieurs reprises, 8 personnes se sont donc retrouvées dans la même pièce, notre mère et ses 3 filles, Joseph Stoup et sa grand-mère, et 2 autres adultes d'une autre famille. Durant cette période dramatique et dans l'angoisse permanente de se faire arrêter, je réalise aujourd'hui, avec le recul, que notre vie ne tenait qu'à un fil. Qui aurait pu penser, imaginer en 1943, quand nous nous trouvions cachés dans la bâtisse désaffectée des grands-parents de Ginette, recherchés par les gendarmes qui, aux ordres du gouvernement de Vichy, venaient nous arrêter, qui aurait imaginé que 70 ans après ces tragiques événements qui ont coûté la vie à des millions d'individus, et parmi ceux-ci 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants exterminés dans ce génocide uniquement parce que nés juifs. Qui aurait imaginé alors qu'après tant d'années, des rescapés de cette horreur, ou plus simplement des rescapés de la vie, auraient l'immense bonheur, l'immense joie de se retrouver tous là, sur les lieux mêmes de la tragédie, pour honorer le geste, la mémoire de la famille Bray, en la présence de sa petite fille Ginette Choca, qui vivait avec eux en ce temps-là à Maine, au lieu-dit Le Pontet. La famille Bray, au plus noir des moments que nous subissions, nous a tendu la main, donné du pain, et comme dans la chanson de Brassens, nous a donné le bois pour nous réchauffer, sans chercher à savoir quel danger elle encourait à nous aider. Ce geste simple, humain, nous rattachait à la vie. Aucun mot assez fort ne suffira pour exprimer notre reconnaissance. Merci à tous ces justes qui sont l'honneur de l'humanité. Des années ont passé et on aurait pu croire que la bête immonde de l'intolérance était morte. Il n'en est rien. Malheureusement, elle est toujours là, présente. Dans ces dernières années, nombre de guerres a fait apparaître le caractère génocidaire de ces conflits. Reprenant l'appel du poète tchécoslovaque Julius Fučík à la veille de son exécution par les nazis en 1944, qui a dit « Oh, soyez vigilants ». Madame Josefa Sarsiak. Monsieur Dayan, ma chère Ginette, famille de Biospon, famille Sartier, et comme on dit en anglais pour ne pas négliger personne, my lords, ladies and gentlemen, les petits-enfants et les enfants qui sont plus devant.
ici, derrière moi. Et mes chers petits-enfants, mes enfants, mes chers petits-enfants de la commune de Maine, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier. Quand j'ai connu feu mon mari Joseph en 1956, il avait 21 ans, et moi 19. Il avait une barbe noire, des yeux bleus clairs, et un sourire parfois amer. Il parlait hébreu avec un plein d'accent français. Je ne connaissais rien de son histoire. Plus tard seulement, j'ai appris que de sa famille ne restait que sa grand-mère. Quand nous sommes devenus amis, il m'a raconté sa vie sans sentimentalité. Je m'excuse. Et comment né à Vienne, il est devenu réfugié en Belgique à l'âge de 3 ans. Comment chassé par la guerre, sa famille est venue en France. Et comment ses parents ont été enlevés l'un après l'autre, faisant de lui un enfant. C'est moi qui ne pouvais pas accepter le fait que ses parents ne sont jamais revenus de l'enfer nazi. Pour lui, c'était déjà passé. Je questionnais, est-ce que c'est vrai? On a vraiment cherché? Oui, Croix-Rouge. Mais il gardait toujours son amour pour la France. Parce qu'en dépit de son histoire très dure, c'était la France qu'il avait cachée, ainsi que sa grand-mère qui, malgré tout, leur avait sauvé la vie. Quand nous sommes venus travailler en France en 1966, pour son doctorat, avec notre toute jeune famille, il n'a pas exprimé tout de suite le désir d'aller visiter les lieux des événements de ces jeunes années. Et moi, évidemment, je ne l'ai pas placé sur ce sujet, on était occupés. Ce n'est qu'en 1967, juste après la naissance de leur troisième enfant, que pris d'impatience, il m'a dit qu'il allait entreprendre la visite à Maine seul, puisque la visite promise en famille devenait compliquée. Il revint de Maine avec quelques photos et peu de détails, mais j'ai compris qu'il était plutôt satisfait d'avoir fait le voyage. Je crois qu'il n'a pas vraiment cherché à trouver des personnes qu'il avait connues, mis à part son parrain, le forgeron du village qui n'était plus. En 1986, nous sommes promenés à 2 en France et nous sommes venus ensemble à Maine. Ici, il m'a montré les lieux de son enfance et des légendes qu'il nous a racontées, de l'école, de ses copains. Mais quand j'ai demandé où était la ferme où il s'était caché, il a fait une vague juste la main pour dire loin. Il n'en parla plus. Comme quand en 1996, pendant notre dernier voyage ensemble, nous aurions pu passer par le village pyrénéen d'Aulus, où sa mère avait été arrêtée, mais il ne voulait point avoir les yeux de terreur et de tragédie de sa vie. Au contraire, quand il m'a raconté Maine, c'était avec un sourire. Maine était pour lui le lieu où il a pu finalement prendre un peu de confiance dans les gens et dans la vie. Même quand ils ont été cachés par la famille Bray, les rescapés savaient que les gens de Maine ne les trahiraient jamais. Entouré de personnes auxquelles il pouvait se fier, Joseph est devenu un enfant et puis un garçon normal. Ce sont ces mots à lui, comme on disait. Quoique en compétition avec des autres enfants, c'est Claude qui pourra le dire, mais sur une base égale. Pas sportif, mais intelligent, il monte de classe en classe, reste entre l'école après l'âge, parce qu'il ne s'agit pas de l'envoyer étudier au collège en ville. Mais en 1947, Maine a été pour lui et pour sa grand-mère l'abri, jusqu'en 1947, tant recherché, l'abri tant recherché. Il en a gardé des souvenirs vifs et tendres dont il régalait sa famille. Jean de Maine, nous venons aujourd'hui vous présenter le visage de la famille que Joseph a fondée et élevée, dont il a été si fier comme preuve de sa survie. Il disait souvent, imaginez-moi, âgé de 6 ans, 7 ans, pauvre orphelin, fuyant les nazis. Que suis-je devenu? Quelle famille j'ai? Nous aussi, nous sommes très fiers de vous présenter à nous, parce que vous, par vos aïeux, avez joué un grand rôle dans sa survie et dans notre existence. C'est avec le grand regret que notre père de famille n'est plus avec vous qu'en esprit, que nous nous
vous exprimons aujourd'hui et toujours notre gratitude à vous tous. Et avec la certitude aussi que comme à cette époque-là, vous ouvrirez vos cœurs à qui aura besoin. Plus jamais. Monsieur Adam Sarciel, qui est le fils de Madame Sarciel. Le fils de Joseph. De Joseph. C'est ça. Alors, bon après-midi actuellement. Et je présente, je suis Adam Sartiel, je suis le fils aîné de Joseph. Actuellement, mon français, c'est comme ma mère a dit, on a vécu en France de l'année 1966 pour 4 ans. Et c'était une bonne opportunité pour moi, comme enfant, d'apprendre la langue. Alors, je suis heureux d'être ici aujourd'hui et d'être capable de vous parler et de cette histoire. Pour moi, cette histoire est presque nouvelle parce que je n'ai pas entendu beaucoup de mon père et de ma famille sur ce qui s'était passé pour lui dans ce temps-là. Et c'est vraiment seulement après les grands efforts que M. Deguin ici a vraiment fait pour nous, un vraiment cher ami de notre famille et de tous, et qui a actuellement raconté pour nous toute cette histoire et nous a fait rencontrer les gens de Maine et les personnes qui actuellement se souviennent et qui avaient connu mon père. C'était très émouvant pour nous. Et dans la première fois qu'on était ici, c'était à 2009. Mais notre histoire, l'histoire de cette famille a croisé l'histoire de la commune de Maine. Et en 1953, je crois que dans les deux côtés, il y avait des gens qui tentaient de survivre dans ce temps difficile et des gens qui tentaient de rester vivants et rester humains. Et cette petite famille de Joseph Stubbs, Joseph était un enfant sensible, et intelligent, très intelligent et très effrayé. Il a perdu son grand-père, son père et sa mère en 2 ans. Et il avait lui-même été arrêté seul à l'âge de 7 ans. Il était au camp, il était envoyé au camp et a échappé à extremis à la déportation, probablement par les efforts de sa grand-mère. Alors cette petite famille donc était réduite seulement à Joseph et sa grand-mère, cette grand-mère qui avait pour elle le seul but de la vie de protéger celle de son petit-fils. Et c'était ici. C'était le papa de monsieur Sarciel qui rejoignait la famille Zilberspon dans une petite pièce que j'ai visitée. Et ils dormaient, ils étaient 5, il y avait 2 sœurs polonaises aussi. Et ils dormaient sur la paille avec un seul matelas. Et voilà comment ils ont été sauvés. Voilà, je pense que maintenant, Madame Andrea et Elsa Inserges veulent dire un petit mot. Merci. Donc nous sommes les petites filles de Léa Zilberspon et nous n'allons ajouter que quelques mots très courts après tous les discours et surtout celui de notre grand-mère. Nous sommes heureuses de pouvoir être présentes à Maine aujourd'hui pour accompagner notre grand-mère Léa Zilberspon sur les lieux où elle a vécu ces années de guerre et pour remercier celles et ceux qui l'ont aidée, comme sa mère, sa sœur et d'autres à y survivre. Cette histoire et sa mémoire nous ont construites au plus profond, au plus intime de nous-mêmes. Elles font partie de nos vies et nous les transmettrons. Nous sommes profondément reconnaissantes à celles et ceux qui, par leurs gestes et leurs paroles, nous permettent de les porter dans nos vies. Merci. Madame Moulin, je vais dire un mot.
Oui. Bon. Je voudrais remettre le disque de lumière brouillard. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, des maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Le 65e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Il se trouve que pour nous aussi, France Israël du Limousin, créée en novembre 1948 par Joseph de Léobardi, c'est aussi notre 65e anniversaire, mais nous le fêterons au mois de décembre, le 5 décembre prochain, lors d'un gala historique à Limoges. Nous vous y convions pour tous ceux qui voudront bien y participer. Cher Rachel, voici le petit diplôme que nous vous remettons pour qu'il soit affiché à l'ambassade lorsque vous retournerez là-bas. Et vous aurez aussi le souvenir du Limousin. Alors, c'est pas très original. Il s'agit d'une porcelaine, voilà, mais elle nous est chère ici parce qu'elle donne beaucoup de travail, beaucoup d'emplois encore à Limoges, et dans cette période, c'est très important. Ça représente une lithophanie qui a été dessinée d'après l'œuvre de Jean Cocteau, la colombe de la paix avec le visage de l'humanité. C'est ce que nous vous souhaitons le plus. Alors voici le diplôme qui l'accompagne. Tu le lis. Pour son 65e anniversaire, nous souhaitons longue vie, paix et prospérité à l'État d'Israël. Shalom. Juste un petit mot. J'ai entendu des gens bons et des gens mauvais. Je pense que tout être humain a une partie de bon et une partie de mauvais. Laissons le mauvais de côté et ne prenons que le bon. Et je pense que nous irons plus loin. Nous vous invitons à un petit vin d'honneur, qui est petit, ridicule peut-être par rapport à la cérémonie que nous venons de faire, mais c'était qu'avec le cœur qu'il est offert par tout le monde.